Madame, Monsieur, bienvenue dans votre magazine Écran Vert. Nous sommes en République démocratique du Congo. Nous continuons à parler de l'éruption volcanique. Une éruption volcanique de Nyiragongo qualifiée d'avorton. Nous aurons encore plus d'explications ce soir sur ce plateau avec un physicien de télédétection, le professeur d'université. Il s'appelle Albert Kabassé, le directeur général de l'Institut géographique du Congo. Le portrait. Expert fond vert climat en RDC, M. Albert Kabasele Yenga a un cursus de titan. Marié à Mme Detinga Lula et père de 5 enfants, il est négociateur de Task Force Climat en RDC, pré-conférence de parti COP, Cancun, Bonn, Durban et Paris pour ne citer que cela. Professeur dans plusieurs universités de la RDC, il est encadré au laboratoire des... Monsieur le professeur, bienvenue sur ce plateau. Merci Bibiche de me recevoir sur B1. Nous avons l'habitude d'échanger avec vous sur différentes thématiques. La thématique qui nous réunit ce soir sur ce plateau, c'est l'éruption volcanique de Nyiragongo, qu'on qualifie d'avorton. Est-ce que vous avez la même compréhension que les autres? Oui, parce que, en fait, c'est un terme qui existe en géophysique, en cosmologie et en astrophysique. On dit d'une éruption qu'elle est précoce ou avorton si elle ne se fait pas dans le délai attendu selon l'historicité de l'éruption du dit volcan. Donc il y a des volcans dans le monde entier, au Nicaragua, il y a des volcans en Italie, en Islande, et chaque volcan a sa particularité, et on l'attend peut-être tous les 6 ans, ainsi de suite, mais il surprend, il peut se faire en 5 ans ou en 8 ans, mais c'est proche de ces 6 années-là. Ce qui a été donc le cas en République démocratique du Congo avec le Nyiragongo. Pour Nyiragongo, on l'attend tous les 25 ans, presque. Tous les 25 ans, depuis les années 1800, depuis les années 1940, depuis les années 1970, depuis les années 2000, en 2002, mais j'ai dit 2000, et on l'attendait. Si on prend 2002 plus 25, comme dans l'histoire passée, on l'attendait autour de 2025. 2025, mais 2025, 2026. C'est une éruption volcanique qui est intervenue 19 ans après. Oui. Et vous pensez que ça peut s'expliquer par quoi ici chez nous? C'est possible parce que les volcans restent toujours un écosystème très imprévisible. Il n'est pas à confondre avec une activité climatique. Une activité climatique est prévisible parce que l'atmosphère se comporte d'une manière un peu ordonnée. Donc, on sait que la saison des pluies, c'est tel mois, la saison sèche, c'est tel mois. On sait qu'en été, c'est plus froid, en Afrique, plus chaud, en Europe. Et cela est cyclique. Donc, les activités atmosphériques sont cycliques. Mais l'activité volcanique, elle est souterraine. Je vous informe que le volcan est une fissure qui est en contact avec le centre de la Terre et qui lâche le magma, qui traverse le noyau, le manteau et les croûtes terrestres. Et dehors, ça devient du lave, la coulée de lave. Et cette coulée de lave dépend des fentes et de la pression intérieure dans des fissures. Et c'est cela. L'homme ne peut pas diriger ça. Ce n'est pas le réchauffement climatique qui peut influencer les volcans. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas parce que Goma est surpeuplé aujourd'hui. Non, ça n'a rien à voir. Et cette pression ne sait s'expliquer? Oui, la pression s'explique parce que le centre de la Terre est riche en magma. Vous le savez, vous avez étudié ça. Dans un noyau, il y a du magma. Et ce magma est trop électrique, trop chaud et sous pression. Parce que quand un corps, un fluide est sous pression, quand il est trop chaud, il doit chercher où s'échapper. Et c'est cet échappatoire par des fissures qu'on appelle volcan. Et donc, il faut que les conditions soient réunies. Lesquelles? Il faut que la masse du liquide magmatique qui se transforme en lave dehors, cette masse soit suffisante. Parce que si c'est rien, ça peut seulement bouger et revenir. Mais il faut que ça soit beaucoup de lave qui cherche à sortir.
et sous une grande température. Et cela, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait selon un processus. Donc, la pression augmente très lentement au fond de la terre, très très lentement. Donc ça peut monter lentement, tout comme rapidement. Voilà. Et ça dépend. Maintenant, pour Nirangongo, on a constaté qu'à la fin de chaque éruption, son comportement anormal peut être un tout petit peu modélisé. Mais on ne peut pas modéliser l'activité volcanique comme nous modélisons l'atmosphère. L'activité volcanique n'est pas périodique, il est apériodique. Il n'est pas cyclique, il est acyclique. Donc il peut vous surprendre. Alors quand on dit les scientifiques congolais ne savent pas faire des prévisions, on peut faire appel aux Japonais, ainsi de suite. Même chez eux, ils sont surpris. Personne au monde. Mais moi, peut-être qu'ils savent limiter les dégâts. Oui, voilà. C'est ça ce que je vais dire. Avec le volcan, on lit chaque jour son comportement et on fait des alertes. On apprend à vivre avec lui. Je vous informe que nos ancêtres ont survécu avec Nirangongo. Ils observaient les animaux. Quand ils voient les animaux prendre fuite, ils prenaient aussi fuite. Mais est-ce que la surveillance à l'époque avec les ancêtres n'était pas aussi liée à certaines valeurs culturelles? Justement, mais c'est ce que nous avons abandonné. Mais il faut aussi reconnaître que autour de Nirangongo, c'est la ville. Les animaux ont disparu. Et maintenant, qu'est-ce qui remplace cette alerte naturelle, culturelle? On observait la nature, c'est carrément l'OVG. C'est l'OVG qui remplace. Alors, on dit avorton, j'assume ces termes avec humilité, mais disons précoce, parce qu'il est venu plus tôt que prévu, plus tôt que d'habitude. Oui, plus tôt que prévu, plus tôt que d'habitude, et aussi avec des signes aussi à l'inverse, et des signes annonciateurs à l'inverse. Très bien. Il est venu avec des signes qui ont surpris tout le monde. D'abord, la température des fentes n'a pas augmenté d'un cran, comme ça se fait partout. Donc, je vous informe que, d'après une thèse défendue à l'UPN, la température des fentes ne dépasse pas 50 degrés, dehors. Donc, on met des capteurs par l'OVG et on prend les températures sur ordinateur au centre-ville de Goma par télémétrie. Et les chercheurs ont mis 8 ans. Imaginez, ce n'est pas un mémoire de l'école de l'université, c'est une thèse de doctorat. Pendant 8 ans, quelqu'un fait des va-et-vient. Il quitte Bukavu, il prend le bateau, il monte dans des coulisses. Pendant 8 ans, nous avons suivi ces volcans pendant 8 ans. Et nous l'avons aussi suivi par satellite. On a utilisé un satellite américain qui s'appelle NOAA. Et ce satellite est doté des capteurs qu'on appelle MODIS. Et ces capteurs nous donnent le taux du CO2 et le taux de l'aérosol qu'on appelle dioxyde de soufre qui sortent du volcan. Et depuis un certain temps, on a trouvé que depuis la dernière éruption de 2002, le taux du CO2 était en train de chuter et le taux d'aérosol en train de monter. Et ça peut s'expliquer par quoi? C'est ça le refroidissement. Okay. Parce que quand l'aérosol monte, ça veut dire qu'il y a beaucoup de précipitations qui accompagnent les aérosols, ainsi de suite. Le volcan est froid. Pas froid comme une glace. Hein? Il garde une certaine température. Et à la fin de l'année 2010, les chercheurs ont constaté que le taux du CO2 commençait à monter et que le dioxyde de soufre, tantôt il montait, tantôt il descendait, mais son comportement était vers la baisse. Et que la température des fentes, qui était dans des 30-40 degrés, commençait à monter un tout petit peu. Donc on a dit, Nirangongo a commencé le réchauffement en 2010. C'est d'après cette étude-là. Les données sont là. Les chercheurs l'ont fait, c'est un certain Simeon Bahaya, chef de travaux, qui avançait avec cette étude. Et après 2010, d'après nous, Nirangongo pouvait nous surprendre à tout moment. Nirangongo a surpris tout le monde. On va prendre l'éco-découverte. On se retrouve juste après. Éco-découverte. On nous demande d'évacuer, mais on ne sait pas les mesures qui ont été prises, surtout pour notre accueil à des milieux d'évacuation.
Et lorsqu'on essaie un peu de bien écouter le message du gouverneur, on attend qu'il y aurait risque d'explosion du lac lors d'une éruption imminente avec déjà découlé les laves qui se trouvent sous le sol. Or, tout le monde, on sait qu'avec cette explosion du lac, même les endroits dans lesquels on nous dit d'aller, on ne serait vraiment pas à l'abri parce qu'avec ces gaz qui peuvent raser dans un rayon de 50 km, ce serait difficile de croire à ce plan d'évacuation. Comment aller? Nous vivons toujours avec le volcan ici. Oui, c'est vrai, c'est un danger permanent. Et nous avons peur. Mais le grand problème, les volcanologues ne nous informent pas réellement il y a quoi. C'est vrai que le volcan a fait de l'éruption il y a 4 jours. Mais la suite, on ne sait pas où aller. Comment laisser nos maisons comme ça? C'est ça notre crainte. Et vous voyez les gens, tout le monde ici, sont en panique. Ils ne savent pas quelle voie suivre. Oui, qu'est-ce que ça que saura contenir tout le monde? Moi, je pense que les volcans, on les connaît, même si on ne les maîtrise pas. Et si du moins les choses s'empirent, on saura quoi faire. Mais aller là-bas, on ne sait pas où on va aller, où est-ce qu'on va, nous allons nous abriter, comment on va prendre charge, on va nous prendre en charge. Et voilà, le gouverneur a dit qu'il va disponibiliser les véhicules, ils sont où? Bon, c'est pourquoi moi je vais en ville pour voir comment je vais trouver quoi subvenir aux besoins de mes enfants. Alors, professeur, il y a certaines informations qui sont partagées. Accentuation de tremblements de terre, crainte d'une nouvelle éruption volcanique, explosion des poches de gaz sous les lacs, toxicité de l'environnement. Oui. Et comment vous trouvez cette affiche-là pour l'instant de Nyiragongo dans la partie est du pays? Moi, en tant que scientifique, je suis calme. Regardez ce qui fait notre calme. C'est que Nyiragongo a sorti ses laves plus tôt que prévu. Et il a sorti ses laves dans des conditions où les fentes n'ont pas indiqué un signe avant-coureur assez dangereux. Il a sorti ses laves sans que Goma ait tremblé, comme d'habitude, où on sent que vraiment il y a des tremblements, ça gronde et puis ça explose. Mais après, Goma a tremblé, continue à trembler. C'est ce qui dérange pour l'instant. Je parle du début. Okay. Ces débuts étaient félins. Paisible. Un début félin. Et quand j'étais saisi par mon collègue de l'OVG, parce que nous sommes tous du même ministère de recherche scientifique, prof, ici, nous sommes en train de vivre l'éruption volcanique. Mais l'alerte passée était jaune et il n'y avait pas de surveillance. Je vous informe que l'OVG a des éminents géophysiciens comme Dr Kachwa Karoume, formé à l'université de Makerere, et même s'il n'est pas DG, mais c'est un directeur de recherche. Donc on peut comprendre qu'il avait déjà traversé le jaune au rouge. Au rouge sans que les Congolais le sachent, parce qu'on avait arrêté la surveillance. Alors, directement, moi, je me suis câblé sur satellite pour voir ce qui s'est passé à Goma. Et c'est mon travail en tant que géographe congolais. Je me suis câblé sur satellite. J'ai vu que l'activité de Nyiragongo allait plus vers le Rwanda que vers la RDC. L'onde de choc la plus brutale est allée vers le Rwanda. Mais une onde, pas de grande secousse, est venue vers le Congo. Ça, c'est ce que moi j'ai constaté. Et j'étais convaincu que les laves sont transportées par cette onde de choc. J'étais convaincu que la nuit du samedi à dimanche, j'ai fait un message pour tranquilliser les Congolais que je suis sûr que Goma ne sera pas détruit comme en 2002. Les dégâts sont énormes du côté rwandais, même quand je vous parle. Nous allons vous montrer cette image satellitaire d'un satellite français qu'on appelle Sentinelle, que nous avons essayé de modéliser, cartographier pour vous. Elle va passer. Et nous avons constaté aussi que la magnitude
sismiques, tectoniques dépassaient pas 3. C'était des secousses, mais de faible ampleur. Au début. Au début. Voilà pourquoi nous disons que c'est un avorton. Il n'a pas fait 25 ans comme dans le passé. Il est revenu après 19 ans. Et dans les 19 ans, enlevé presque 8 ans de refroidissement. Il reste 11 ans de réchauffement. C'est trop court pour qu'on ait assez de lave. Mais après, la magnitude a été quand même importante. On parle de 5,1. La magnitude était importante au 2e, 3e jour, alors que la coulée de lave superficielle s'était déjà arrêtée. Alors, qu'est-ce que j'ai compris par là? J'ai compris que Nyiragongo est trop félin. Trop félin. Nous suivons sa dynamique superficielle, alors que la coulée est aussi souterraine. Alors que Nyiragongo, quand nous surveillons les fentes comme Munigi, Mugara et Nyiragongo sommet, il y en a à peu près 6, mais nous on a étudié les 3 fentes là dans la thèse, nous comprenons que Nyiragongo peut ne pas passer par les fentes par lesquelles on est en train, sur lesquelles on est en train d'étudier. Il peut créer de nouvelles fentes. Nyiragongo crée de nouvelles fentes sous les lacs, crée de nouvelles fentes à l'université de Goma, dans la parcelle, crée de nouvelles fentes au niveau de la mairie, au niveau du marché, au niveau... Donc, toute la ville de Goma est remplie de fentes. On ne sait pas, les laves vont passer par quelle fente? L'activité étant souterraine, personne ne peut la contrôler. Ce qu'on peut contrôler, c'est le désordre. Sur l'image satellitaire, on voit les ondelettes, comment elles se propagent. Et ces ondelettes étaient plus accentuées vers le Rwanda. Donc, je précise, pour toutes ces raisons, la chambre de lave n'était pas trop remplie en 19 ans d'éruption, alors 25-30. Je précise qu'il y a beaucoup de fentes qui se sont créées, au point où il était impossible de surveiller toutes ces fentes, et qu'une étude peut porter sur des fentes habituelles, alors que Nyiragongo a créé de nouvelles fentes qu'on ne connaît pas, et un écoulement souterrain qui n'est pas contrôlé, alors qu'on ne contrôle pas. Un écoulement souterrain non contrôlé, mais là encore, il y a une grande crainte, c'est aussi l'explosion des poches de gaz sous les lacs, avec la forte concentration du gaz méthane. C'est là que votre observation est vraiment très, très importante. C'est que la seule façon de contrôler l'écoulement souterrain, c'est d'étudier la magnitude, d'avoir le niveau de magnitude sur l'échelle des Richter. Je vous informe que quand Nyiragongo a grondé samedi soir, la magnitude n'était pas importante. C'est pour cela que vous m'entendez parler d'un avorton. La magnitude n'était pas importante. Ça n'inquiétait pas trop. Ça n'inquiétait personne. Ça ne pouvait, parce que même si l'OVG n'avait pas donné l'alerte, mais si les grondements là, du départ étaient sévères, les gens se seraient sauvés d'eux-mêmes. Donc, il n'y avait pas de grondement important des terrains, ainsi de suite. Et il coulait. Et 2 jours après l'éruption, c'est ce qui est surprenant, la lave en surface a séché lundi, mardi. Et alors, le mardi, nous sommes surpris par une magnitude de 5,2 sur l'échelle des Richter. Donc, sur l'échelle de 1 à 8, on est à 5. Je vous informe que quand on passe à 6, 7, toute une ville comme Tokyo peut être détruite. Ça vous a certainement donné matière à réflexion. Alors, ça a prouvé qu'il y a eu un écoulement souterrain que nous n'avons pas tous contrôlé. Et c'est ce qui était dangereux, parce que l'écoulement souterrain peut faire que toute la ville de Goma là s'engouffre dans une fissure où vous êtes en train de courir, vous voyez devant vous déjà un lac de lave. C'est ça qui était vraiment surprenant. Moi, j'ai eu la sueur froide, pas au début de l'éruption, mais mardi. Alors qu'en surface, tous les signes étaient bons, mais en souterrain, le volcan continuait à gronder. Et quand j'ai observé sur l'image satellitaire d'un satellite français qu'on appelle Sentinelle,
une image que le satellite nous envoie le 25 mai, j'ai compris que Nyiragongo a plus coulé en souterrain qu'en surface. Vous l'avez compris, on va prendre l'éco-créativité. On se retrouve juste après. Éco-créativité. Lac Kivu, devenu le lieu de ravitaillement en eau de la population de la ville suite à une coupure de la tuyauterie de la régie des eaux causée par les tremblements de terre répétitifs. Ici au lac, des volontaires se mobilisent pour chlorer l'eau et ainsi éviter des maladies d'origine hydrique à la population. Que l'eau soit propre, nous mettons de chlore. Dans chaque bidon, nous mettons au moins 5 cc. Et après, il y a même des véhicules qui viennent ici pour puiser de l'eau. Nous mettons dans chaque, si c'est 8 mètres cubes, nous mettons au moins 2,5 cc. Si on consomme l'eau comme ça sans chlore, il y a au moins des risques pour tomber malade. Les habitants de la ville de Goma et la société civile demandent à la régie des eaux de tout faire pour donner à la population de Goma de l'eau dans ces moments difficiles. Donc c'est déplorable pour voir que des familles déjà manquent d'eau, même dans le quartier proche du lac. Ça veut dire le quartier Himbi, Katindo, Mabanga. Et c'est déplorable parce que quand les gens restent à la maison, ils ont besoin d'eau pour préparer, pour se laver et aussi pour laver les aliments. Nous sommes interdits comme mesure hygiénique de ne pas utiliser de l'eau de pluie parce qu'en contact avec le cendre volcanique, ce qui est toxique. Que coûte la surveillance d'un volcan? Bibiche, je tiens des conférences ou des formations en télédétection et en cartographie à l'OVG depuis 2009, quand il m'invitait encore. Maintenant, je ne sais pas c'est lui qui le fait. Là, il ne vous invite plus? C'est peut-être moi qui ai beaucoup de charges à Kinshasa. Et je vous informe que ça fait 2 ans, avec les charges du directeur général, je ne suis plus sorti, ni pour aller enseigner à Kisangani, à l'UNIKIS, ni pour aller à Goma. Et je pense qu'il me manque et je les manque aussi. Alors, vous avez parlé ici de la surveillance de notre lac Kivu. Et là, je ne vous avais pas encore répondu. Le lac Kivu est plein de gaz méthane, CH4. CH4 est créé en partie par le CO2 volcanique souterrain dissous qui subit des transformations. Et c'est pour cela que ce lac devient de plus en plus méthanisé. C'est grâce à l'activité volcanique qu'il est méthanisé. Mais si le dioxyde de carbone y entre en grande partie et brutalement avec des laves chaudes, ça peut créer une explosion qui va rayer de la carte Gisenyi rwandais, Goma, voire une partie de Bukavu va souffler. Et on ne comptera plus les morts. Voilà ce qui me fait peur. C'est que Nyiragongo est une mèche d'allumettes dans l'essence qu'on appelle lac Kivu. Lac Kivu, c'est comme un fût d'essence dont Nyiragongo est une mèche. Et il faut éviter que la lave s'accentue dans le lac. Et comment éviter? Et il n'y a pas moyen d'éviter. Il y a seulement des précautions à prendre. Aujourd'hui, l'OVG doit être doté des appareils qui doivent nous montrer l'activité du volcan au sein du lac. Ça, on ne le fait pas encore. Je pense qu'on doit nous aider, même par des pays très avancés, pour le faire. Ça, c'est très important. Ceci démontre comment l'OVG est un centre de recherche de très grande importance parce que ce qu'il prélève comme données, c'est directement pour sauver les vies humaines. Et cela, l'OVG doit être lié au satellite pour travailler avec la télédétection, comme je l'ai fait à distance,
Et l'OVG doit avoir des capteurs, qu'on appelle des capteurs radars, qui évaluent les taux du CO2 et des dioxydes de soufre dans les fentes. L'OVG doit avoir des thermomètres souterrains, centigrades, qui doivent nous donner en temps réel le comportement de la température des fissures. L'OVG doit avoir beaucoup d'assistants qui doivent inventorier toutes les fissures, parce que l'OVG n'étudie que quelques fissures, pourtant il y en a peut-être 1000. Et l'OVG a négligé certaines fissures, faute de moyens. Donc l'OVG doit aussi être renforcé en capacité. En capacité. Donc c'est le centre qu'on ne peut pas délaisser. Je vous informe qu'il n'y a pas de centre moindre. Même l'Institut géographique doit être renforcé. L'INERB, vous avez vu son importance sous Ebola, et ainsi de suite. Donc, que coûte la surveillance? La surveillance coûte la formation, coûte les matériels de pointe, coûte les satellites, l'aide, si on n'a pas de satellite, l'aide en satellite, coûte l'inventaire des fentes, coûte aussi la paix autour de Nirangongo, où les AFDLR, oui, et les AFDL, hein, les FDLR. Les FDLR et les ADEF. Oui. Je vous informe que mon chef de travaux qui vient de défendre la thèse à l'UPN sur Nirangongo avait failli laisser sa peau. Donc c'est plein. Ils vous prennent ces capteurs, ils les jettent. Donc, voilà ce que ça coûte. Ok, c'est aussi un site à sécuriser. Qui doit surveiller un volcan? Qui doit surveiller un volcan? C'est l'Observatoire volcanologique de Goma. En premier lieu, c'est notre soldat. Mais c'est tous les professeurs qui travaillent sur la télédétection, la cartographie et les écosystèmes congolais. Et comment ils doivent surveiller ce volcan? Ils doivent les surveiller de deux façons. En prenant les données in situ. Ça veut dire contrôler les fentes qui libèrent les gaz, connaître ce qui se passe au sommet du cratère, et ils doivent les surveiller à distance à partir des images satellitaires par télédétection. Alors, c'est le temps d'apprendre. Nous parlons de l'éruption volcanique, donc on aura le temps d'apprendre beaucoup avec différents experts qui passent selon les disciplines. On va prendre concept vert. On se retrouve juste après. Concept vert. Le magma d'un volcan, c'est une roche en fusion qui se forme à haute température jusqu'à 1200 degrés et sous haute pression par fusion partielle de la croûte terrestre ou du manteau. À vous entendre parler, vous avez décrit le danger que courent les habitants de Goma. Est-ce que vous conseillez à ce que Goma soit habité? Bibiche, vous me posez là une question très difficile. Je serai ambivalent. Ambivalent pour dire oui et non. À vrai dire, à tête froide, avec franchise, Goma n'est pas une ville habitée. Goma doit se vider et rester un lieu touristique. Ça, c'est si on veut être honnête. Pourquoi? Et si on veut être malhonnête, je ne dirais pas malhonnête. Je vais dire responsable. Responsable, et là j'ajouterai pourquoi. Et si on veut être honnête, il faut que la population, la ville de Goma, soit déplacée vers Beni, Sake, Butembo, et ainsi de suite. Et que là-bas, on garde les champs, les exploitations minières et les activités touristiques. Voilà ce que je propose. Mais, ça c'est à long terme qu'on va y réfléchir. Mais à court terme ici, je demande à la population de Goma de rester à Goma. Et ça, je parle en responsable. Parce que s'ils quittent, les Rwandais viendront habiter. Et moi, je n'accepte pas de perdre 1 centimètre de mon pays parce qu'on fuit un volcan. Voilà la responsabilité. Ce n'est pas une malhonnêteté, c'est une responsabilité.
Monsieur le professeur Albert Kabasele, les activités de Nyiragongo peuvent-elles impacter sur les activités de notre volcan? Je citerai ici Nyamulagira par exemple. Oui, ils sont en vase communicant. Le centre de la Terre est unique et tous deux, leur fissure peut-être à 6400 km de la Terre, au centre de la Terre, leurs fissures doivent avoir un même canal. Donc si l'un bouge, l'autre doit bouger. Je pense que dans les jours qui viennent, on va constater que Nyamulagira va un peu aussi sortir quelques laves. Mais ce n'est pas inquiétant, parce que Nyamulagira a toujours sorti des laves qui vont vers le parc de Virunga. 1, 2, déjà très loin de la population, ce qui est très bon. Et puis souvent, il ne fait pas de très grandes coulées. Il y a certaines personnes qui pensent que Nyamulagira est plus dangereux que Nyiragongo. Non, je vous informe que le volcan le plus dangereux du monde, je dis bien, la NASA le dit, l'ESA le dit, les Japonais le disent, et le volcan le plus étudié dans le monde et le plus dangereux, c'est Nyiragongo. C'est à cause de ses caractéristiques. Il a des caractéristiques qui étonnent le monde entier. La première caractéristique, il a un lac de lave en permanence dans son cratère qui est ouvert. 2, il a plusieurs fissures qui sont sur toute la ville et en brousse, au point où, quand vous contrôlez les fissures ABCD, il peut vous surprendre par les fissures XYZ. Donc, il est ingérable, mais imprévisible. C'est ça. Professeur, nous avons parlé de l'éruption volcanique de Nyiragongo. Nous savons que Goma n'est toujours pas sorti du danger, bien qu'il y ait des explications d'apaisement de votre part. Après des informations récoltées, qu'est-ce que vous pouvez adresser comme message aux populations de Goma pour l'instant? Pour l'instant, Goma n'est pas en danger. Je pèse bien mes mots. Je scrute bien mes mots. Je suis un scientifique. Je suis télédétecteur. Il n'y a plus un danger en surface sur Goma. Je pèse bien mes mots. Le seul danger que j'ai redouté depuis mardi passé, c'était la magnitude qui commençait à monter et qui montrait qu'il y avait un danger souterrain. Mais cette magnitude s'est rabaissée encore. Et je pense, pour l'instant, il se situe combien? L'onde de choc est allée plus vers le Rwanda que vers nous. Et je demande à la population de ne pas paniquer, de rentrer chez elle. Mais je demande pendant ce temps la prudence. La prudence, c'est qu'on puisse dégazer le lac Kivu. On doit exploiter le méthane pour le décompresser. C'est une urgence. Une urgence. Une deuxième urgence, on doit mettre l'OVG dans toutes les conditions pour nous alerter à temps utile. Et 3, on doit préparer un plan d'évacuation avant la catastrophe éventuelle. Il ne faut pas qu'on tâtonne à la prochaine. 4, qu'on dote le pays du satellite. Parce qu'on ne gère pas une nation comme celle-ci au XXIe siècle sans les yeux dans l'espace. Qu'on sauve le ministère de la Recherche scientifique. Surtout ça. La richesse d'un pays, ce n'est pas le coltan, l'or et les diamants, c'est la science. Les pays qui sont riches aujourd'hui ne sont pas riches parce qu'ils ont les minéraux. Ils sont riches parce qu'ils ont mis la science au premier plan et ils ont respecté leurs scientifiques. Merci beaucoup. Nous estimons que le message est passé. Professeur Albert Kabasele, je rappelle que vous êtes directeur général de l'Institut géographique du Congo, physicien de télédétection. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui remercie Biwan et vous, Bibiche. Je suis content. Merci. Votre contribution, c'est à retrouver dans Mon idée pour la planète. À la prochaine. Mon idée pour la planète.